Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de la réunion au sommet avec Jérémy Fulep, dans lequel on va aborder quatre cartes qu'il reste. Il reste 4 cartes. Il va nous en parler, je vais l'écouter, répondre aux questions, aux éventuels doutes. Et bref, il y a tellement de choses à dire. Si tu as des trucs à dire, tu les mets dans les commentaires. Et puis c'est bon. Ok, Jérémy, je te laisse prendre une carte. Si tu n'as pas suivi les 2 épisodes précédents, tu vas peut-être pas comprendre. Je te conseille de cliquer là et d'aller dans les épisodes, dans le premier épisode ou le deuxième. Allez, on y va. Alors, la confiance. Voilà, la confiance, nouvelle carte. Comment créer un climat de confiance entre élèves, entre l'élève et le prof. Sans question. Donc ça, la confiance, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Souvent les cours de FLE en ligne, c'est difficile au début. Les apprenants ont tous des horizons différents, ils ont des différentes nationalités. Il y en a qui vont être plus ou moins à l'aise avec la langue française, ça dépend de leur niveau, ça dépend de plein de choses. Et c'est pas évident au début dès le premier cours, qu'ils se sentent parfaitement en confiance. Alors il y en a qui vont l'être, bien sûr, tout dépend de leur personnalité. Mais ça va être nous en tant que prof aussi, c'est un peu notre rôle de mettre à l'aise les apprenants. Et il n'y a pas de formule magique selon moi. Ce qui compte, c'est vraiment d'être, en tant que personne, quelqu'un d'intéressant, en fait, de faire comme si les apprenants c'était nos amis, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire être vraiment soi-même. C'est pas parce qu'en fait on a un professeur qu'on va créer une grosse distance avec eux. Au contraire, je pense qu'il faut faire tout l'inverse. Il faut faire comme si on parlait à des amis qu'on connaît depuis longtemps. D'accord. Voilà. Et les mettre en confiance aussi, c'est la façon de nous adresser à eux. Donc, s'ils ont des insécurités, des petites choses qu'ils ne savent pas forcément faire, on va jamais dire c'est nul ce que vous venez de faire et tout ça. Moi, jamais j'ai dit ça à un apprenant. J'ai toujours dit c'est pas mal, continue, toujours avoir un langage pour ça. Encourager les apprenants, quoi. Donc, et la confiance se crée au fil des jours, au fil des semaines, en fait. Moi, ça m'est arrivé aussi, je vous donne un exemple, ça m'est arrivé d'avoir des apprenants très, 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 très timides. Mais quand je dis timide, maladif, en fait. C'est-à-dire que quand... En présentiel ou en ligne, cette expérience ? Cette expérience, les deux, en fait. D'accord, Même les deux, alors plus en présentiel, mais bon, c'était le même cas. En fait, c'était des apprenants, mais je pouvais leur poser des questions. C'était pas qu'ils n'avaient pas le niveau, en fait, c'était juste qu'ils avaient trop peur du jugement. Donc, je leur posais une question, telle qu'elle soit. Ils répondaient par oui ou peut-être, mais ils ne développaient pas. Évidemment, ce n'est pas le mieux pour travailler la production orale. Donc moi, au lieu de dire oh là là, c'est bon, allez, n'aie pas peur, allez bousculer, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ouais. Moi, je réfléchissais à des stratégies. Comment faire pour... à l'époque, je ne savais pas trop comment faire. Je disais, mais comment enseigner à des élèves timides je cherchais des stratégies. Et en fait, le jour où je me suis lâché complètement, finalement, c'est contre-intuitif, mais le jour où j'ai vraiment arrêté d'essayer de faire des efforts ou de trouver des trucs qui étaient susceptibles d'intéresser ces apprenants, en étant 100% moi-même, en racontant des blagues, en faisant un peu improvisé comme ça, en fait, je faisais rire un petit peu, puis j'encourageais, puis petit à petit, ça a permis de débloquer la situation. Mais le conseil, c'est pas d'être soi-même. Ah bah oui, c'est d'être soi-même à 100%. En fait. T'es drôle, toi ? J'essaye en tout cas, mais... alors, je sais pas si je suis drôle, pour certains apprenants peut-être non, mais en tout cas, ces apprenants que j'avais, donc... qui sur le moment avaient assez peur sur les premiers cours, au bout d'une semaine, là je voyais que ça y est, ça commence à sourire, à rigoler. Et puis ils se disent il est peut-être pas si cruel que ça ce prof, et je pense que j'aurais moins peur de faire des erreurs, et au contraire je vais peut-être plus participer. D'accord. Ce qui rend un prof intéressant, qu'est-ce que ça peut être ? Sa personnalité, sa manière de réagir aux erreurs que font ses élèves, ou bien les ressources qu'il utilise, je sais pas. Qu'est-ce qui peut rendre un prof intéressant ? Pour moi, c'est tout. Et effectivement, la personnalité compte pour beaucoup. En fait, le lien qu'on crée avec ses apprenants, c'est vraiment... qui on est en tant que personne, ça compte énormément, c'est sûr. Et et aussi, ça c'est un truc important aussi, c'est de ne pas être en décalage avec les apprenants qu'on a. Un exemple tout bête aussi, c'est si par exemple, on a des intérêts en commun avec nos apprenants, forcément, ça va créer du lien, c'est sûr. Si on est passionné de football, les apprenants aussi, là, je vais parler de football, même si ça n'a rien à voir avec le cours. Je vais faire une petite parenthèse sur le football. Je sais que là, il y a des apprenants, ça va les captiver, par exemple. Bon, c'est pour donner un exemple parmi tant d'autres, mais moi, ça m'arrive de parler de quelque chose comme ça, parce que faut pas oublier que
c'est encore une fois, c'est des êtres humains, et il faut créer du lien avec eux, quoi. C'est pas simplement être un professeur, c'est pas forcément transmettre des connaissances et juste qu'il y ait une relation de prof à élève, en fait. D'accord. Il y a tout un aspect de sympathie et d'atmosphère pédagogique, mais aussi amusante, qui doit être présente au sein de la salle de classe. Moi, je pense que les jeux aussi, ça peut servir à ça, à créer une sorte Exactement. de climat de confiance et de voilà, quoi. Ouais, les jeux, ça compte pour beaucoup, effectivement, oui. Mais si par exemple on voit, faut pas avoir peur de ça. Si on voit, tiens, cet apprenant-là, c'est aussi l'observation. On a observé quelque chose, on a regardé le devoir de l'apprenant et puis ils ont mis un exemple, par exemple, l'apprenant il parle de danse, etc. Puis vous, je sais pas, vous êtes passionné de salsa. Tiens, d'ailleurs, j'aime bien la salsa, et puis vous allez rebondir là-dessus pour donner envie à l'apprenant de créer cette connexion. Il faut chercher à la créer, en fait. Exactement. Et des fois, on se dit... Des choses qui vous lient, quoi. Ouais, et des fois, on va se dire, en tant que prof, je ne vais pas le faire parce que ça ne fait pas trop professionnel. Moi, je dis au contraire, en fait. Pour créer du lien, il faut ces petits moments de... Des petits moments, pas tout le temps. Il y a des profs, ils racontent trop leur vie. Hein. Pas tout le temps. Ouais, mon chien, gna, gna, gna. Il faut le sentir, mais il faut avoir, en fait, cette vue d'avion. Il faut se dire aussi, voilà, si je suis à la place des élèves, j'ai besoin de ces petits moments-là pour un petit peu décrocher l'attention. Voilà. Et puis là, allez, je me recentre. Et là, maintenant, on parle de grammaire. Très bien. Voilà. Il a dit de grammaire quand il l'a dit sèchement. Très bien. Donc, comment dirais-je, instaurer la confiance entre élèves et aussi entre élèves et professeurs. Déjà, il ne faut jamais juger les erreurs de vos élèves en étant méchant. Il faut les encourager à faire des erreurs, hein, je pense. Et jamais leur dire ce que tu fais, c'est nul, ce que tu fais, c'est nul. Et aussi, pas chercher à être vraiment sérieux. Si vous avez des jeux à faire, si j'en sais rien, moi, des jeux de rôle, etc., faut les faire. Et aussi, essayer de chercher ce qui vous unit avec vos élèves. Des passionnés de sport, parle-lui de ton équipe de foot préférée, il va être super content. Moi, c'est le Bayern de Munich. Moi, c'est Montpellier. Montpellier. Bref, fais pas le nerveux. Calme-toi. On y va. Alors, là, il reste 3 cartes. Je te laisse en choisir une. 3 cartes. Allez, la prochaine carte, c'est l'énoncé. Ok. Comment est-il présenté, l'énoncé? D'accord. Pour les cours de FLE en ligne. Ok. Bon, moi, l'énoncé, je le reprends jamais. Alors, je sais pas pour toi, moi, je le reprends jamais tel quel quand je fais un cours de FLE. Parce que moi, je pense que quand on prépare un cours, il y a des énoncés, des exercices. Il faut s'imprégner, en fait. Il ne faut jamais reprendre quelque chose qu'on a vu sur Internet. Alors, on peut, mais le problème, c'est que au moment où on va présenter l'exercice, il ne faut pas qu'on soit dans cette situation. On dit, attends, je vais relire un peu de quoi il s'agit. J'ai un petit peu oublié là. C'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, il faut vraiment que ça soit notre cours, quoi. Donc, le fait de reprendre l'énoncé, le reformuler un peu à sa façon, rajouter des images, peut-être une vidéo en plus pour expliquer un petit peu avant de commencer l'exercice. Peu importe, en fait, mais faut que l'apprenant il sente qu'on maîtrise, en fait, ce dont on va parler. D'accord. Et donc, des fois, je reprends un énoncé, même si en particulier il est un peu long. Je dis, sur le moment, peut-être la veille, j'avais compris de quoi il s'agissait. Là, j'arrive en classe. En fait, j'ai oublié que ce n'est pas moi qui l'avais fait, donc peut-être que je dois relire. Je crois que c'est important d'avoir fait l'exercice pour pouvoir mieux le présenter. L'exercice ou le jeu. Pas de l'avoir fait, en tout cas. Pas forcément de l'avoir fait, mais en tout cas, il faut se l'imprégner un maximum. D'accord. En tout cas. Donc, moi, c'est rare que je refasse vraiment quelque chose tel quel. C'est-à-dire, quand on a une activité, des fois, on pioche certaines parties de l'activité. Donc, pour moi, voilà, l'exercice, même l'énoncé, on peut adapter l'énoncé à sa façon. On n'est pas obligé de reprendre l'énoncé exactement tel quel. D'accord. Ça vaut pour les ressources Flippies. Oui. Quand des fois, il y avait une consigne, ça pouvait m'arriver de la refaire tel quel, mais des fois, soit je rajoutais quelque chose, soit carrément, je disais, bon, ça, je suis un peu moins chaud, je vais peut-être faire... Ils seront moins chauds, les élèves, je sais pas. Ou ils seront moins chauds, les élèves. D'accord. Et d'adapter ça en fonction de ce qui se passe et voilà, de comment on le sent, tout simplement. Très bien. Donc, quand vous avez un énoncé, regardez vos élèves. Tu te dis, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Non, je vais leur présenter de cette façon, ils vont mieux le comprendre. Et aussi, avant de commencer le cours, soyez sûr d'avoir bien compris de quoi il s'agissait. Que ce soit un exercice, que ce soit un jeu, que ce soit une règle de grammaire ou un exercice de grammaire plutôt, soyez sûr d'être en capacité de le présenter. C'est bien ça, hein, un petit résumé. C'est ça. Bon alors, l'avant-dernière question. Les questions, justement. L'avant-dernière question, les questions. Non. Comment et quand les questions sont-elles posées? Dans les cours de FLE en ligne, j'ai envie de vous dire comme en présentiel, en fait. Bon, moi, alors, pour moi, il n'y a pas de moment opportun pour poser des questions.
comme j'ai dit, en fait, il faut être flexible en prof de FLE. Donc, si en plein milieu d'une explication, quelque chose d'important, l'apprenant, il va lever la main, ou sur Zoom, il y a un petit truc pour mettre une notification. On reçoit un petit émoticône de je lève la main. D'accord. Parce que c'est des cours en groupe, par exemple, parce que s'il y a plusieurs apprenants. Bien. Moi, je réponds assez rapidement. Bien sûr, je finis ma phrase. Je ne vais pas me couper en plein milieu de mon explication, mais ça, c'est important et c'est ce qui permet aux apprenants de s'impliquer. Et si je dis, là, je ne réponds pas aux questions, je répondrai dans une demi-heure, l'apprenant, il va être un peu frustré que je ne réponds pas à sa question. Et je vais enlever une sorte de connexion en fait, avec les apprenants. Moi je ne suis pas forcément d'accord parce que si tu n'es qu'avec un apprenant, oui. Mais si tu as 15 apprenants, quelqu'un te pose une question, il lève la main, du coup tu coupes ton explication et te pose une question sur quelque chose qu'il n'avait pas vu parce qu'il est en retard, etc. Ah oui, etc. Oui, bien sûr. Ça dépend peut-être du contexte, non ? Tu penses pas ? Ça dépend, oui, bien sûr. Mais toi, tu conseillerais, dès que tu vois qu'il y a une main levée, tu finis ta phrase, tu réponds à la question, et ça va faciliter la participation des élèves. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je pense que le cours de FLE, il ne doit pas être magistral, enfin en tout cas, un vrai cours de FLE pertinent, il faut qu'il y ait du dynamisme, il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'il y ait de l'échange. Que ce soit avec les élèves entre eux. Si c'est un groupe... Si je ne réponds pas à la question tout de suite, peut-être que l'apprenant, si c'est une discussion globale, sur un débat ou quelque chose, peut-être qu'il va même poser la question à un autre apprenant, qui va essayer de l'aiguiller là-dessus. Bien. C'est aussi possible. Donc, voilà. Donc, l'intérêt, en fait, de répondre aux questions un maximum pendant le cours, c'est de créer ces interactions et ce dynamisme. D'accord. Et dans les cours présentiels, on est à la fac, c'est ce qu'on va faire à la fin de l'amphithéâtre, on va poser la question au prof, on va attendre la fin pour aller demander au prof. Ça, on en perd un petit peu, selon moi, tout l'intérêt du cours de FLE. D'accord. Quand quelqu'un te pose une question dans un cours en ligne, c'est quoi ? Il écrit la question, dès que tu as un moment, tu réponds, il lève la main, tu finis ta phrase, tu réponds, ou tu leur dis « Avez-vous des questions ?» Parce que le « Avez-vous des questions ?» moi je le pose souvent. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé une grammise, mais à chaque fois qu'il y a la fin de la règle, il y a un petit truc qui apparaît, des questions. Oui. Pour vraiment leur dire « J'ai compris, j'ai pas compris, etc. » Alors, je mets ça dans le processus. J'ai envie de te dire les trois. S'il écrit, ok. S'il lève la main, ok. Même s'il pose verbalement, il n'y a pas de problème. Très bien. Il n'y a pas une manière, quoi. Il n'y a pas une manière, et puis peu importe la façon de le formuler. D'accord. Ou des questions, est-ce que c'est bien clair ? Vous pigez ? Ouais. Peut-être. Vous comprenez ? D'accord. Bon. Après, c'est vrai que moi, encore une fois, c'est aussi de l'observation. On voit aussi que l'apprenant, il a bien compris ce qu'on avait expliqué. On peut le voir aussi dans les expressions faciales, dans la manière de se comporter. Ouais. Mais quand il n'a pas compris, ça se voit tout de suite. Il a peur. Et du coup, quand c'est comme ça, tu fais quoi ? Tu lui dis, t'as des questions ? Ou tu lui dis, alors voilà, je vous réexplique pour être sûr. Ou tu lui dis, ta tête là, ça se voit, t'as pas compris, je te réexplique. Ça se voit qu'il n'a pas compris. Moi, je reformule et je le vois. Ah oui, et ça se voit tellement. C'est tellement évident. Les apprenants sont très expressifs. D'accord. Nous, s'ils ne comprennent pas, c'est quoi ? Toi, tu te remets en question quand ils ne comprennent pas, ou tu te dis, il est con, il n'a pas compris ? Ou tu dis, j'ai mal expliqué ? Je me remets toujours en question. C'est toujours. S'il ne comprend pas, c'est toi qui as mal expliqué. Ouais. Forcément. Même, bien sûr, des apprenants qui vont être plus doués que certains pour comprendre, etc. Mais pour moi, il faut être capable d'être compréhensible par le plus grand nombre. Donc, si un apprenant n'a pas compris, il faut toujours essayer d'expliquer ça autrement, de reformuler, de schématiser, de faire des dessins, de regarder sur Internet. Ouais. Il y a plein de façons de réexpliquer, mais en tout cas, toujours remise en question à 100%. Très bien. Il y a pas de... Ce qu'il a dit, c'est une vraie qualité. Il ne faut jamais dire, parce que j'ai des collègues, moi, qui ont déjà dit ça. Ils sont cons, ils comprennent rien. C'est peut-être que tu expliques mal. Un qui ne comprend pas, ok. Mais ils sont cons, ils comprennent rien. Remets-toi en question, mon ami. Remets-toi en question. Très très bien, Jérémy. Donc concernant les questions, il y a plusieurs manières de poser les questions et d'accueillir les questions. Soit en ligne, soit il clique sur le bouton, je lève la main. Soit il écrit sa question. Soit il coupe pas la parole, mais il répond directement. J'ai une question, ceci, cela. Il ne faut pas hésiter à réexpliquer les choses, à, comment on appelle ça, à reformuler aussi les choses. Et aussi, quand un apprenant pose une question ou n'a pas compris quelque chose, c'est que vous n'avez pas assez expliqué. Parce que, voilà, c'est vu que vous n'avez pas assez expliqué. C'est pas l'apprenant qui est bête. C'est vous qui avez expliqué peut-être trop vite, expliqué en pensant qu'il avait le niveau B1, alors qu'il a le niveau A2, par exemple. Vous auriez dû adapter votre explication. Bref,
Ce point-là, franchement, je veux le souligner, et j'ai fait exprès de lui poser la question, parce on a failli faire un débat. S'il me dit « Oh, si j'explique et qu'ils ne croient pas, c'est que c'est des cons, hein, parce que moi, j'explique très bien, nanana. » Là, on aurait fait un débat, mais c'est bien. Il a dit « Ah non, remise en question, tout ça, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. » Très, très bien. Donc voilà pour les questions. La dernière carte, quelle est cette dernière carte de la réunion sommet? Voilà. Et en plus, je pense qu'on en a un petit peu parlé, peut-être je vais expliciter un peu plus. Diapositive, D'accord. quand faire de bons diaporamas, quelle structure? Qu'est-ce qu'on utilise? Des animations, des illustrations ou d'autres ressources qu'on intègre à ces diapositives. D'accord. On peut faire plein de choses avec des diapositives, avec PowerPoint. Moi, ce que j'ai tendance à faire quand je prépare, j'aime bien utiliser un manuel souvent. Donc je vais faire des captures d'écran, je vais les intégrer directement. Et pour les énoncés, on avait vu aussi, j'aime bien reformuler les questions. Donc ça va être avec l'outil texte, où je vais afficher le texte. Tiens. Je vais le faire défiler avec des animations aussi. Et voilà. Pour les illustrations, ça reste aussi les images du manuel. Par exemple, on peut en rajouter sur Google, on peut rajouter des images aussi par-dessus. Mais on peut tout faire en fait avec les diapositives. On peut rajouter l'audio aussi des compréhensions orales, incruster le MP3 directement à l'intérieur. Ça, c'est bien. Donc, ça c'est moi, bien j'ose aussi. pas trop le faire pour les droits d'auteur, machin, mais c'est magnifique ça. Oui, ça se fait. D'accord. Maintenant, par rapport à, comment dirais-je, les illustrations. Moi, je suis en train de créer une méthode pour les A0, A1. Tu penses que la structure, les animations et les illustrations doivent être faites d'une manière différente des C1, des C2? Ou, je sais pas, tu me conseilles de mettre des illustrations ou pas, des animations ou... Je pense qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Qu'est-ce que tu me conseillerais sur mes diapos? Qu'est-ce qu'il faut? Sur Flippies, tu veux dire, par exemple? Ouais, oui. La méthode Flippies qui va sortir bientôt. Non, les images globalement qui sont choisies pour tes diapos, c'est les images que j'ai tendance à choisir aussi moi-même. Bien. Donc voilà. Pourquoi c'est celle que tu choisis? Déjà, ce qui est important, c'est que ces images-là, elles puissent on puisse rebondir dessus. Donc ça dépend, je sais pas, si tu choisis les clichés français et que là tu prends une femme avec béret, baguette et verre de vin. Ouais. Ça, on n'est pas les seuls, je pense, à l'utiliser, mais c'est bien pour représenter les clichés, par exemple. Les Français, c'est quelque chose qu'on aura. Voilà, il y a des choses qui sont un peu universelles dont on va se servir. Après, oui, pour certaines choses un peu plus précises. Moi, je pense qu'il faut arriver à prendre des trucs qui soient assez marrants, peut-être qui vont surprendre parfois les apprenants, mais en même temps qui puissent être comprises. Par exemple, je sais pas, si tu prends tu avais fait la ressource sur la gastronomie, oui. Tu prends Salt B qui sale la nourriture. Tout le monde n'a pas cette référence. Tout le monde n'a pas cette référence, exactement. Donc, est-ce que c'est pertinent ou pas de la mettre? Ouais. Si je la mets, je vais peut-être l'expliquer un peu et faire une petite recherche sur Google Images. D'accord. Wikipédia, expliquer un peu qui est cette personne, montrer un extrait, parce qu'il y a des extraits, des mimes ou des extraits de 10 secondes sur YouTube pour montrer un peu pourquoi il fait ça et qui est cette personne. D'accord. Donc ça rajoute un peu le point culture de l'illustration en plus. Bien. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Ok, intéressant. Mais tu conseilles à tout prix d'illustrer, c'est important pour justement garder l'attention. Toujours. Alors si vous l'illustrez pas justement dans le PowerPoint directement, rien ne vous empêche après effectivement de partager l'écran sur Google Images et de montrer des images qui illustrent ce que vous venez d'expliquer, les propos. Des fois même, je fais exprès de ne pas donner... Alors moi, je préfère faire une recherche de Google Images que donner la traduction en anglais du mot. Je trouve ça dommage de le traduire directement. Si c'est quelque chose d'assez spécifique, par exemple, je ne sais pas, les crêpes salées, qui s'appellent les galettes, je vais carrément taper galette sur Google Images pour montrer ce que c'est vraiment. D'accord. En fait. C'est dans le cas où on te pose une question. Oui. Ah, d'accord. C'est pas, tu fais pas exprès à chaque fois d'aller sur Google Images. Non, c'est vraiment... D'accord. Voilà, encore une fois, aussi, c'est une histoire de choix. Ça, c'est une autre question qui est pertinente. C'est est-ce qu'il faut toujours... tout le temps en faire trop? Quand il fait des erreurs, l'apprenant, est-ce qu'on va noter chaque erreur sur Google Doc? Est-ce qu'on va rechercher chaque image? Non, évidemment non. Il faut savoir doser. Il y a une histoire de dosage quand on est prof. Donc on rechercher l'image quand c'est pertinent, écrire quand c'est pertinent, mais il ne faut pas asphyxier l'apprenant d'informations, d'images. Okay. C'est bien de le faire, mais à bonne dose. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Grâce à toi, je dispose de 10 informations essentielles
pour, comment dirais-je, pour les intégrer tout simplement à ma toute nouvelle ressource pour enseigner le FLE au A0, au A1 avec un PDF interactif, superbe présentation de PowerPoint, etc., etc. Vous aussi dans les commentaires, hein, quand il commentera les trucs, vous serez invité à commenter, à dire ceci, à dire ceci, à dire cela. Ok, bon, la communauté de Flippies, on se dit à très bientôt sur Flippies. C'était Abdou. Peace. Ciao, ciao.